Au mois de juin 1204, Philippe Auguste, 7e roi de la dynastie des Capétiens, est désigné roi de France et non plus roi des Francs. Le nouveau souverain, né en 1165, va rétablir son influence dans toutes les provinces et étendre considérablement le territoire royal. Au cours du XIIe siècle, les rendements agricoles augmentent, les conditions de vie d'une partie de la population s'améliorent et certains paysans quittent les campagnes pour rejoindre les villes. Pour vivre, ce nouveau peuple des bourgs rejoint les rangs d'un artisanat de plus en plus florissant. Une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée travaille sur les milliers de chantiers qui s'ouvrent à la même époque. Les ouvriers se spécialisent. Forgerons, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, gâcheurs et bûcherons. Les villes, alors en plein essor, s'émancipent. Elles s'affranchissent de plus en plus de la tutelle des seigneurs et de l'Église. Les plus grandes cités développent le commerce et facilitent les échanges entre régions en organisant des foires, des marchés. Au mois de juin 1204, Philippe Auguste, 7e roi de la dynastie des Capétiens, est désigné roi de France et non plus roi des Francs. Le nouveau souverain, né en 1165, va rétablir son influence dans toutes les provinces et étendre considérablement le territoire royal. Entre 1199 et 1214, Philippe Auguste se lance dans de grandes expéditions de reconquête du territoire français. Au nord, il reprend l'Artois, le Boulonnais, le Valois et le Vermandois. À l'ouest, il rattache le Vexin normand, la Normandie, la Bretagne, le Maine, le Poitou, la Touraine et l'Anjou. Au centre, il annexe le Berry et l'Auvergne, et enfin à l'est, il récupère la Champagne. Pour administrer ces nouvelles conquêtes, Philippe Auguste désigne lui-même des représentants indépendants de la noblesse féodale. Et surtout, pour défendre ces nouveaux territoires royaux, il va faire construire un nombre considérable de châteaux forts, dont le plan est standardisé pour maîtriser les coûts. Le premier de ces châteaux est bâti à Paris. Avant de partir pour la troisième croisade en 1195, Philippe Auguste veut protéger la ville. À l'ouest, il fait édifier une puissante forteresse, le Louvre. La garnison pourra faire face à d'éventuels assaillants qui remonteraient la Seine. Elle pourra aussi barrer la route menant à la Normandie, alors aux mains de Richard Ier d'Angleterre, dit Cœur de Lion. L'édifice forme un carré de 70 mètres de côté flanqué de 10 tours circulaires, une à chaque angle, une au milieu des côtés ouest et nord. Au centre des côtés sud et est, des tours jumelles encadrent la porte. Au milieu de la cour s'élève le donjon posé sur un socle cylindrique haut de 6 mètres. Cette tour maîtresse de 15 mètres de diamètre s'élève à une hauteur de 30 mètres. Ses murs ont environ 4 mètres d'épaisseur. Dans la cour, adossée aux flancs ouest et sud, s'élèvent les logis de la garnison. Le Louvre et le rempart qui entourent Paris inspireront les plans d'une multitude de châteaux forts construits ou remaniés entre 1202 et 1220. Mais c'est le château royal de Dourdan qui sera le modèle standard pour les fortifications commandées par les successeurs de Philippe Auguste, son fils Louis VIII et son petit-fils Louis IX, dit Saint-Louis. La Provence et le comté de Toulouse ont alors intégré le royaume. Louis IX va unifier et consolider l'héritage. Sous son règne, entre 1226 et 1270, il poursuit l'idéal capétien d'un État qui s'étendrait de Brest à Strasbourg et de Lille à Aigues-Mortes. C'est de cette époque que les bâtisseurs de Guédelon se sont inspirés. Le plan de leur château est bien dans l'air de son temps. Guédelon comprend donc un mur d'enceinte percé d'une porte entre deux tours de flanquement à l'est et à l'ouest, une imposante tour maîtresse, une 5e tour moins haute mais comportant une chapelle, et dans la cour, un logis seigneurial. Le toit de ce logis a été couvert de 25 000 tuiles façonnées à la main. L'aventure des tuiliers résume à elle seule la formidable expérience d'archéologie expérimentale que constitue le chantier de Guédelon. Ces œuvriers ont retrouvé des gestes perdus depuis des décennies. Les tuiliers malaxent la glaise en la mélangeant à de l'eau pour casser les plaques imperméables
et retirer les grosses impuretés comme les cailloux, les feuilles et les morceaux de bois. Puis ils la mettent en pain avant de la battre à nouveau pour la rendre homogène. Une fois moulée, la tuile est mise à sécher sur des claies. L'étape de la cuisson a posé bien des problèmes à l'équipe du château. On a fait plusieurs essais de fours, au moins 5 fours qu'on a expérimentés avant de produire nos tuiles à partir de 2009. La première cuisson était noire, un peu cuite, mais on les a posées quand même. On avait été voir un tuilier à Corbigny dans la Nièvre et il nous a donné des conseils aussi. Il fallait placer les tuiles verticales en quinconce pour que la chaleur et les flammes passent pour transpercer les tuiles. Et il ne faut pas monter trop vite en température. Parce que si on charge trop vite en température, ça va casser les tuiles. On va entendre des petits bruits et c'est pas bon signe. Alors il faut bien pousser les braises de chaque côté, que j'ai à peu près la même épaisseur de braise de chaque côté des carnous. On s'est amélioré sur les couleurs, sur la durée de cuisson. La réussite aussi, c'est le climat. Si j'ai un climat sec, c'est largement aussi avantageux pour ma cuisson. C'est génial parce que c'est ma 26e cuisson et j'apprends encore le métier sur le tas. Parce que moi j'expérimente tous les ans et ça marche pas, je réessaye encore autre chose. C'est ça l'expérimentation de Guédelon. Les tuiles, cuites à 1100 degrés, sont capables de durer des centaines d'années. Dès le milieu du XIIe siècle et au cours du XIIIe siècle, 80 cathédrales jaillissent de terre dans le royaume de France. L'architecture gothique parvient à des degrés de complexité tels qu'elle réclame une incroyable maîtrise technique. Sur les grands chantiers, les maîtres d'œuvre se croisent et échangent leurs connaissances. Mais comment les bâtisseurs de Guédelon ont-ils défini leur méthode de construction? Les sources dont on dispose pour construire un château du premier tiers, milieu 13e, sont bien sûr les châteaux. Donc on a bien sûr Raty, juste à côté, qui nous a donné le modèle de l'utilisation du grès ferrugineux et la manière de l'utiliser dans une culture constructive locale. On a aussi les comtes de chantier. Les comtes de Druille et Bellefontaine nous font part du type de toiture utilisée. Et troisième source importante, évidemment, dont on a tiré toute la vie quotidienne, les enluminures. Donc des dessins de chantier du XIIe, XIIIe, XIVe siècle qu'aurait pu construire un moyen seigneur. Le résultat de cet énorme travail de documentation est saisissant. Sous nos yeux s'animent soudain les personnages des enluminures et des vitraux du Moyen-Âge. Le chantier fourmille, les œuvriers sont là. Les tailleurs de pierre sous leurs appentis de bois. Les bûcherons équarrissant les troncs fraîchement coupés. Les gâcheurs préparant le mortier. Les maçons juchés sur les échafaudages et montant patiemment les murs. Les outils sont identiques, tout comme les engins de levage ou les moyens de transport. Dès le début, certaines évidences se sont imposées aux bâtisseurs.